suis membre du conseil scientifique de l'AFB et par ailleurs donc directeur scientifique environnement à l'INRA, ce qui veut dire que j'ai dans mon portefeuille d'activités de recherche à animer des questions autour de la biodiversité, du changement climatique et de la gestion des ressources en eau et en sol, donc beaucoup de sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Et donc au sein du CS de l'AFB, en fait, on a des travaux de réflexion qui sont menés, et notamment des recommandations que nous rédigeons. Et en cours de finalisation, une recommandation sur l'agroécologie, donc l'un des termes importants aujourd'hui, qui va normalement bientôt paraître. Coordination assurée par Vincent Bretagnol du CNRS et Luc Abadi de l'Université Paris 6, qui sont tous deux membres aussi du CS de l'AFB. Et vous trouverez dans la prochaine édition de la lettre d'information du Centre de ressources un éditorial signé par Vincent Bretagnol, justement sur le thème de la journée. Alors, moi, cette journée, je l'ai trouvée très riche, j'espère que vous aussi. Inspirante, vraiment en ligne avec ce qui doit être pour moi une force et une atout pour réussir les transitions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire avoir une vision sur un objectif, un trajet, ça a été dit par plusieurs personnes ce matin, et puis avoir un grand esprit d'ouverture, être prêt à entendre le point de vue de l'autre, partager des expériences et échanger avec des acteurs qui portent des enjeux et des points de vue parfois très différents. On l'espère pas trop antagonistes, mais en tout cas différents. Et on a vu avec l'exercice que Fabien nous a fait réaliser que dans la salle, il y a une diversité fonctionnelle avec des gens qui ont des métiers différents, des points de vue différents sur la question. Et donc, ça représente quelque part un sous-échantillonnage de la biodiversité fonctionnelle des acteurs des territoires. Et j'y reviendrai. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que les présentations, quel que soit le présentateur ou la présentatrice, étaient toutes faites par des gens motivés, des gens qui avaient envie de partager, de présenter leur activité, leur expérience. Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour ce genre de journée. C'est éclairant, je pense, pour moi, et plein de promesses pour le futur. Alors, premier constat, quand on parle d'agroécologie, ça a été rappelé en introduction ce matin, on ne parle pas simplement de production alimentaire, on parle de système alimentaire durable. Il faut vraiment intégrer cette notion de système. Ce n'est pas que les écosystèmes, c'est les agro-socio-écosystèmes, où l'on va chercher finalement à produire, pas forcément dans des quantités plus importantes ou moins importantes, c'est un autre problème, mais aussi des productions de qualité. Et ce n'est pas une option de mettre en place des systèmes durables, on ne peut pas se permettre, dans la situation actuelle, de continuer avec des systèmes non durables. Et ça a été dit à l'instant, l'agriculture, elle doit être à la fois une source de solutions à des problèmes liés directement à ces activités, mais aussi à d'autres problèmes environnementaux. Et ce n'est pas donc qu'une question de l'exploitation, c'est une question vraiment de tout le système de production. Et finalement, l'agroécologie, la transition agroécologique, elle est vraiment au carrefour de plusieurs démarches et au cœur de nombreux enjeux. On a évoqué ce matin les états généraux de l'alimentation. On a vu l'ambition politique, Aline Bois a rappelé donc le projet agroécologique pour la France. Et donc, on a une très forte attente, ça a été redit aussi par rapport à la vision que nos concitoyens ont de l'agriculture et des agriculteurs pour faire évoluer les choses. Et je pense qu'on est réellement, en ce moment, dans une démarche qu'on peut qualifier de sans regret. Il faut vraiment s'engager de cette façon-là. Alors, le titre de la journée, transition agroécologique au service des continuités, on peut le retourner, ça a été fait par certains intervenants, donc Hélène, Elsa Barandon tout à l'heure, parce que finalement, agroécologie et trame verte et bleue, c'est très très étroitement associé, et ça à différentes échelles, on l'a vu dans différentes présentations. Il faut construire cette transition agroécologique, qui est une partie de mon activité au sein de l'INRA, avec une vision des autres enjeux politiques, des autres enjeux sociétaux. La lutte contre l'érosion de la biodiversité, bien sûr, c'est ça qui nous réunit aussi aujourd'hui, la transition énergétique, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la transition des filières agroalimentaires, et puis tout ça dans une vision d'équité économique et de justice environnementale. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est aussi extrêmement stimulant pour tous les acteurs dont vous faites partie. Et puis il y a aussi des vertus croisées, et lorsqu'on parle d'agroécologie, lorsqu'on parle de trame verte et bleue, ça a été évoqué par certains, eh bien il y a par exemple des points favorables pour l'atténuation du changement climatique, le stockage de carbone, ou bien l'adaptation à ses conséquences. Je pense notamment à la présentation sur le parc des Cévennes. S'engager dans l'agroécologie, c'est aussi changer complètement, certains disent notre logiciel, on change de paradigme, c'est des termes qu'on entend un peu partout. Mais c'est vrai que la production agricole, il faut la voir non seulement comme une production dans un contexte écosystémique, mais vraiment dans une vision socio-écosystémique. Et il faut accepter, ça a été dit je crois par certains, accepter la complexité. Ce n'est pas un problème simple, c'est un problème extrêmement complexe et il n'y a pas une personne qui a une solution ou un groupe de personnes qui ont une solution. Alors il y a un point de vigilance, c'est de savoir si de s'engager dans l'agroécologie, ça va permettre de maintenir des niveaux de productivité suffisants par rapport aux besoins alimentaires du pays ou de besoins d'autres pays. Et donc il n'y a pas de consensus pour l'instant sur cette réponse. Et ça pour moi c'est un point de vigilance parce que si on n'est pas capable avec des démarches agroécologiques de maintenir une production suffisante, bah, ça peut vouloir dire que la variable d'ajustement va être la mise en culture d'autres espaces actuellement non utilisés ou en déprise agricole. Et donc là, la menace sur la biodiversité pourrait réapparaître au travers finalement d'une extensification de certaines surfaces
d'une augmentation de la surface cultivée au détriment des espaces naturels. Donc ça, c'est un point de vigilance à garder présent à l'esprit. Bien sûr, la transition agroécologique, c'est quelque chose de technique. Ça a été dit par plusieurs. On diminue les quantités d'intrants, on améliore l'efficience énergétique des exploitations, on a des pratiques compatibles avec la dynamique de la biodiversité sauvage, et on améliore des services écosystémiques. Mais ce n'est pas suffisant, la technique. Il faut vraiment avoir une vision systémique, ça a été dit, et intégrer des dimensions multiples, agronomiques, on l'a vu, mais sociales, culturelles, économiques, parce que aller vers la transition agroécologique, c'est aussi repenser l'organisation des exploitations, des filières, mais aussi des territoires dans leur ensemble. Et donc, il faut tout intégrer, et ça a été dit ce matin, il n'y a pas forcément de solution miracle, il y a des incitations, et puis au bout d'un moment, au bout de 5 ans, la MAE s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce n'est pas une solution de vivre tout le temps sous un système subventionné ou avec des incitations financières, donc il faut qu'on ait vraiment d'autres leviers à activer, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'exclure dans la réflexion de pouvoir faire changer aussi la politique agricole commune, notamment au travers de son deuxième pilier, pour aller vers des mesures favorables à la transition agroécologique. On a vu aussi que les démarches, qu'elles soient sur l'agroécologie et sur les trames vertes et bleues, ça ne se limite pas à la parcelle, même si on a vu beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on est un protozoaire sur un petit agrégat de sol, on a du mal à comprendre qu'il existe peut-être une parcelle, une exploitation. Daniel Cluzot nous l'a montré, mais au-delà finalement de la vision comme ça un peu humoristique, il faut bien se rendre compte que toutes ces échelles sont emboîtées, de la parcelle à l'exploitation, au paysage, au territoire, plus grand que le paysage peut-être. On a parlé de bassin versant, Philippe Dupont a insisté là-dessus, je suis d'accord avec lui. Et donc il faut intégrer toutes ces échelles les unes dans les autres, et puis aussi penser avec le temps en plus. Les pratiques, à un moment donné, ont des conséquences immédiates, et puis des conséquences à moyen long terme. Et changer une trajectoire d'un système, qu'il soit écologique ou agroécologique, eh bien ça prend du temps, et les résultats ne sont pas forcément immédiatement visibles. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'engager dans la transition. Et puis, il faut mobiliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce n'est pas uniquement les agriculteurs qui doivent intégrer dans leur coût d'exploitation le changement de pratique, l'augmentation du coût du travail, les investissements à consentir. Et donc, il faut vraiment repenser en grande partie la chaîne de valeur autour de la production agricole. Et donc, les EGA ont fait un premier pas dans cette direction. Il faut sans doute aller plus loin. Et puis, on a beaucoup utilisé aujourd'hui le mot territoire. Alors, le territoire, ça a plusieurs définitions. On peut dire un territoire, c'est un socio-agro-écosystème. On regarde le fonctionnement du système, les interfaces entre ce qui est agricole, ce qui ne l'est pas, les compromis entre services, on a parlé de 10 services à l'instant. Mais c'est aussi un système d'acteurs. Un territoire, il n'existe pas s'il n'y a pas des acteurs dedans. Et ces acteurs, ils ont des logiques individuelles, des logiques économiques, des logiques sociales, des représentations du territoire qu'il faut pouvoir comprendre, admettre pour enclencher des transitions. Et puis, un territoire, ça a été dit ce matin sur la région Centre-Bretagne, par exemple, c'est le reflet de l'histoire locale. C'est le reflet de la société et puis de ses échecs et peut-être aussi de ses réussites. On a parlé de verre à moitié vide, à moitié plein à l'instant. Il ne faut pas voir que le verre à moitié vide, je suis entièrement d'accord. Et donc, il faut mettre en place une démarche de dialogue, d'appropriation des enjeux et favoriser l'engagement des individus, mais aussi des collectifs. Et on a vu quelques exemples aujourd'hui. On a parlé beaucoup aussi de paysages. Donc, il faut des paysages qui soient multifonctionnels. Ça, c'est un terme qui est revenu à de nombreuses reprises. Et il y a un mot-clé derrière multifonctionnalité, souvent, qu'on accole, c'est diversification. Diversification des productions, la polyculture. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'élevage, on a vu quelques vaches, quelques ovins, mais c'est vrai que l'élevage a été peu présent dans les exposés, mais c'est aussi un élément de la gestion des territoires. Lutter contre la désertification rurale, reconstruire le lien ville-campagne, relocaliser des productions, utiliser des productions locales, dans certains cas quand c'est possible, et puis mettre en œuvre des outils économiques ad hoc, comme le paiement pour des services environnementaux. On ne peut pas se contenter simplement de subventionner ou de financer la production, il faut aussi d'autres métriques et d'autres outils incitatifs. D'un point de vue scientifique, c'est un champ énorme. Alors, on ne part pas de rien. On évoquait à l'instant, oui, sur les haies, on sait depuis 1970 à quoi ça sert. Bon, effectivement, il y a un corpus de connaissances énorme en agronomie, en écologie, mais il faut aussi mobiliser les autres compétences en économie, en sociologie, en ethnologie, en anthropologie. Les acteurs, même si on dit toujours que l'homme est un acteur irrationnel, notamment économique, les acteurs ont quand même des motivations, ont quand même des schémas de décision, il faut arriver à les comprendre si on veut pouvoir les modifier. Un mot qui n'a pas été beaucoup prononcé, mais qu'on voit beaucoup dans les publications sur l'agroécologie, c'est le terme de résilience. On dit que l'agroécologie va favoriser la résilience écologique, mais aussi sociale et économique, et environnementale au sens large. Voilà, la multi-performance. Effectivement, la résilience, elle est fortement liée, même si la relation n'est pas toujours linéaire et continue et homogène, avec une élévation de la biodiversité locale. Quand je dis biodiversité, c'est la biodiversité des variétés cultivées. Vous avez
le petit fascicule qui vous a été remis sur les rencontres de l'ONEMA, de l'AFB, pardon, c'est un lapsus, ça c'est mon ancienne activité avec l'ONEMA. La diversité des espèces cultivées dans une exploitation, dans un paysage, les associations, les rotations, et puis toute la diversité hors parcelle qui va pouvoir se développer en fonction des pratiques. Et donc, il y a vraiment un point de rencontre très très fort là avec les trames vertes et bleues et les problématiques des infrastructures agroécologiques quand on parle de résilience. Durabilité de l'agriculture, résilience, productivité, tout ça, ça a effectivement aussi un lien très fort. Ça a été présenté ici dans deux présentations. Excusez-moi, je vais aller vite, donc je bafouille. Je vais réduire la vitesse de débit de ma parole. Daniel Cluzot, Elsa Barandon. Qualité des sols. Les sols, c'est souvent le parent pauvre ou le parent oublié de la réglementation environnementale. On a une directive 4 sur l'eau, on a une directive 4 sur les milieux marins, on n'a pas de directive 4 sur les sols. C'est un vrai problème et un problème récurrent. Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure en termes de prise en compte de la qualité des sols pour toutes leurs fonctions et pas seulement le support de la production agricole. On peut penser notamment au bilan de gaz à effet de serre, stocker davantage de carbone. Tout le monde a entendu parler de l'initiative 4 pour 1000. Comment on fait dans la réalité pour stocker du carbone dans les sols de manière durable? Parce que si on le stocke pendant 2 ans et qu'au bout de 2 ans il est réémis, ça ne sert pas à grand-chose. Et on a plein de questions autour du lien entre les cycles du carbone, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, le cycle de l'eau, donc tous les couplages de cycles qui sont extrêmement importants. J'ai pratiquement fini, il me reste 3 minutes, ça tombe bien. La transition agroécologique, ça ne se décrète pas. On peut faire des discours, mais il faut qu'il y ait une appropriation par tous les acteurs, je l'ai dit, y compris au travers des politiques publiques qui doivent être incitatives. Et pour moi, il est important de reconnaître l'engagement des acteurs, notamment des agriculteurs, dans la transition agroécologique. Alors, il n'y a pas d'outils magiques pour l'instant. On n'a pas de label agroécologie, certains y réfléchissent. On a le cahier des charges de l'agriculture biologique qui fait partie du paysage, mais c'est un peu un objectif à atteindre, mais il y a des intermédiaires aussi tout à fait vertueux. Et donc, il faut travailler sur des systèmes distinctifs des exploitations et puis être capable de mesurer le degré de transition écologique ou agroécologique de telle ou telle culture, telle ou telle exploitation. Et puis, il faut remettre toujours l'humain au cœur, ça c'est une préoccupation, et ne pas chercher toujours une rationalité économique ou autre aux actions. Ça a été dit à plusieurs fois. Il faut vraiment que les acteurs fassent pour eux-mêmes la démarche. L'incitation financière, ça ne marche pas toujours, ça peut aider dans certains cas, mais ce n'est pas suffisant. Et puis j'ai retenu la formule, évitons le parachutage environnemental, notamment sur le centre-Bretagne, mais partout ailleurs sur le territoire national, parce que ça ne marche pas vraiment très bien. Formation-dissémination, c'est revenu plusieurs fois, y compris dans les dernières interventions. Enseigner à produire autrement a été évoqué. M. Toulek a présenté aussi les actions dans ce domaine. Alors c'est la formation initiale, mais la formation continue est de tout le monde, pas seulement les agriculteurs, c'est aussi les conseillers agricoles, c'est aussi les techniciens des chambres. C'est la formation de centres de ressources. Ici, nous sommes accueillis par le centre de ressources Trame Verte et Bleue. Ce sont des réseaux de démonstration. Alors, dans le cadre d'Ecophyto, on a fait les fermes défis. Il y a les fermes des lycées agricoles qui sont des supports aussi de démonstration et de formation. Et puis, le lien avec la recherche, ça peut être des zones ateliers, comme les zones ateliers du CNRS, par exemple. Chizé est un très bon exemple de zone atelier où l'agroécologie est très présente. On a entendu d'autres zones ateliers menées à l'initiative de politiques locales, de chambres d'agriculture, etc. C'est vraiment extrêmement important que les gens se rencontrent concrètement sur le terrain pour voir ce qui s'y fait et échangent, non pas sur un PowerPoint, mais vraiment sur le terrain et les deux pieds dans la parcelle ou sur le territoire. Alors il y a un point qui a été très peu abordé, si c'est dans la toute dernière intervention, c'est la place des nouvelles technologies et du numérique. Je trouve que c'est peut-être un angle d'attaque qu'il faut garder présent à l'esprit. Alors quand je parle de ça, ce n'est pas de la robotique nécessairement, des capteurs, des drones qui survolent les parcelles et qui traitent, etc. C'est plutôt une vision, qu'on va dire, liée aux millennials ou la génération Y, vous les appelez comme vous voulez. C'est-à-dire tout un ensemble, toute une frange de la population, y compris chez les agriculteurs, qui, il est fort probable, dans les années qui viennent, sera beaucoup plus connecté avec des pairs qui sont à l'autre bout de la planète qu'avec des gens qui sont à 30 km de chez eux. Alors ça peut paraître un peu de la science-fiction, mais quand on travaille dans le domaine de l'agroécologie, de la dissémination de l'information, eh bien, il y a énormément de choses qui existent, des plateformes d'innovation ouvertes sur Internet. Vous trouvez de l'information, des gens qui ont créé des choses, qui ont innové, qui mettent gratuitement à disposition des communautés leur savoir et leur savoir-faire. Et ça, je pense que c'est des outils dont il faut s'emparer, pas pour les contrôler, mais pour au contraire donner encore plus de portée. Je terminerai par 5 points de conclusion. Pour moi, agroécologie et reconquête de la biodiversité ne sont pas incompatibles. On a vu des tas d'exemples. Il y a des synergies qu'on peut favoriser. Bon, on pourrait parler de la lutte biologique par conservation des habitats, par exemple. On a vu quelques exemples aujourd'hui. Attention quand même aux antagonismes. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses positives. Personne n'a dit, mais attention, et pourtant on l'entend des fois quand on parle de trame verte et bleue, c'est aussi des corridors, c'est aussi des boulevards
à, on va dire, bioagresseurs, disons-le comme ça. Même les arbres dans le paysage, hein, je vais prendre un exemple très concret, un animal que vous connaissez peut-être, la processionnaire du pin, qui fait des nids en haut des pins, bon, qui est un animal très très urticant, la chenille, eh bien, si elle progresse aussi vite vers le nord, c'est pas uniquement parce que le changement climatique l'aide à survivre l'hiver, mais c'est aussi parce qu'elle profite des arbres dispersés dans le paysage pour progresser par saut de plus en plus loin vers le nord. Bon, c'est un exemple. Il y a des effets antagonistes, des disservices, comme ça a été dit, qui peuvent être associés à certaines infrastructures. Il faut, pas pour ça jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, mais en tout cas l'avoir présent à l'esprit quand on fait des arbitrages. Passer des objets, des pratiques à des démarches systémiques, ça je vous l'ai déjà dit, des démarches collectives, et ne pas opposer mais rassembler. Il y a eu des échanges à la dernière table ronde là, avec les présentateurs qui étaient intéressantes dans ce sens-là. Ne pas stigmatiser mais accompagner et laisser le choix aux acteurs. Imposer des choses, on sait que ça ne marche pas en général, et donc le choix, rendre le choix à l'acteur, à l'agriculteur en particulier, est extrêmement important. Et puis, ce n'est pas uniquement à la recherche qui va tout régler, ça a été dit, hein. On est dans un processus itératif et même récursif, c'est-à-dire qu'il y a des innovations qui émergent, des pratiques, dont la recherche doit s'emparer pour comprendre pourquoi ça marche, est-ce que c'est généralisable, et puis comme ça, par un processus vertueux, on peut aller dans une boucle vertueuse de l'innovation qui va servir les acteurs et qui va faire progresser la connaissance. Ce n'est pas dans un sens purement les scientifiques savent tout, ils vont vous dire les solutions, il n'y a rien de pire que de fonctionner comme ça. Autre point, les mots-clés que j'ai retenus, moi, dans tout ce que j'ai entendu, et j'ai presque fini, c'est long terme, il ne faut pas raisonner sur une saison, le volontariat, engager les gens, susciter l'intérêt, et pas l'intérêt seulement économique, partager les connaissances et l'expertise, être prêt à entendre que ce qu'on propose, c'est une ânerie. J'ai pas mal de collègues qui ont du mal quand on leur dit mais ton truc c'est super dans ton labo, mais va voir sur le terrain, ça ne marchera jamais. Or, on sait qu'il y a plein de trucs, des idées géniales qui n'ont jamais marché dans la vraie vie. Et puis la participation de tous est nécessaire. Dernier point, j'ai déjà dit, le territoire au cœur des démarches, le mot territoire, hein, tout le monde l'a utilisé à peu près aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut être vigilant, mais je ne suis pas craintif, mais je dis simplement petit point de vigilance. Le territoire, il ne doit pas fonctionner que pour lui-même. On peut avoir parfois une tendance ou une dynamique un peu identitaire, un peu un repli identitaire sur le territoire. Alors on fait des labels à l'échelle de territoire. Je connais un peu le milieu forestier, on parlait des Vosges tout à l'heure. Le être des Vosges, ben voilà, mon être des Vosges, il est mieux que ton être, je ne sais pas, de telle ou telle région. Bon, il faut faire attention à ça. Je ne dis pas que ça se passe comme ça, mais vigilance. Et vraiment, le territoire, c'est un lieu parfait pour accélérer les innovations, pour trouver des innovations et des transitions, et qu'il faut partager le plus vite possible avec les autres territoires, même si on n'est pas dans les mêmes conditions. Il faut voir ce qui est partageable, ce qui ne l'est pas. Mais c'est vraiment très très important de penser la biodiversité et tout ce qui tourne autour, donc l'agroécologie, les trames vertes et bleues, comme un bien commun. Il faut partager au maximum ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'on apprend tout autant des échecs que des réussites. Voilà, je vous remercie, et puis merci encore à Fabien pour l'invitation.